Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef. Lutrin, il est en route. Voilà. Je cède donc maintenant la parole à Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en lui rappelant que son temps de parole est d'une durée maximale de 1 heure. Merci, Monsieur le Président. En ma qualité de chef parlementaire du Parti québécois, c'est un privilège, une grande responsabilité et une joie de faire ce discours de réplique au nom de cette grande formation politique qu'est le Parti québécois. Mes premiers mots s'adressent aux citoyens de Matane-Matapédia qui m'ont reconduit pour un 5e mandat à l'Assemblée nationale avec un résultat de 70 % des voix, 17 000 voix de majorité. J'y vois une marque de confiance pour mon action, pour continuer de défendre les gens de la Matanie, de la Matapédia et de la Métis. C'est un grand privilège. Chacun des élus dans cette Chambre a terminé premier dans sa circonscription. Il est investi d'une reconnaissance, mais surtout d'un pouvoir de s'adresser en leur nom à l'Assemblée nationale. Et j'émets le souhait qu'on soit député gouvernemental, qu'on soit député de l'opposition, qu'on ait tous la considération du gouvernement, qu'on ait tous du respect, qu'on puisse travailler ensemble pour le bénéfice de nos communautés. Et l'égalité des parlementaires et la valorisation du rôle de député, ça nous importe. Les 10 collègues du Parti québécois sont investis de ce mandat. Ils sont animés d'une passion pour le Québec. Ils ont des valeurs. Cette formation politique a une histoire, mais certainement un grand avenir. Il n'en tient qu'à nous. Alors, Monsieur le Président, c'est avec ces mots que je voulais commencer. Je suis très attaché à ma circonscription. C'est toujours ce qui restera le plus important pour moi en politique. Mes collègues le savent. Et la même émotion m'étreint aujourd'hui qu'à mon arrivée à l'Assemblée nationale en 2007. Et je suis heureux de pouvoir poursuivre ce travail. En fait, qui est une fonction. Ce n'est pas une carrière, la politique. C'est un engagement dans le service public qui honore l'ensemble des personnes qui ont été élues à l'Assemblée nationale du Québec. On renonce à beaucoup lorsqu'on décide de s'engager à l'Assemblée nationale, mais c'est tellement gratifiant, le travail qu'on fait pour les nôtres. Et il y a bien sûr, pour les gens qui nous écoutent, le travail parlementaire, mais il y a le travail en circonscription. C'est lundi où on accueille les citoyens. C'est fin de semaine où on fait de la représentation. Ce lien qu'on établit aussi avec les gens de nos circonscriptions, même lorsqu'on est à Québec. Alors, le travail de député, il mérite d'être reconnu entièrement et peut-être qu'à la faveur de réformes, où il y avait fait référence hier, on pourra davantage donner le droit au chapitre à plusieurs parlementaires qui puissent s'exprimer d'abord pour leur circonscription et aussi établir des collaborations avec le gouvernement. Nous reconnaissons la grande victoire du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. C'est un résultat convaincant, un résultat qui lui permet de pouvoir appliquer son programme, ses priorités, sa volonté. Et en ce sens, nous offrons tout notre concours au nouveau gouvernement, au premier ministre, à l'ensemble des ministres. Et nous assurons également notre concours à la bonne marche du Parlement. Je voulais le dire d'entrée de jeu. Évidemment, j'ai entendu le premier ministre, j'ai entendu notre collègue, chef de l'opposition officielle également, et d'autres. N'empêche, je demeure perplexe, toujours sain ça. Poser des questions, être à l'affût, contribuer à améliorer la politique québécoise, les lois, les propositions, proposer des initiatives. C'est ce qu'on va faire au Parti québécois. Vous savez, on a contribué puissamment au parlementarisme québécois. Je l'ai indiqué récemment en cette Chambre. On a voulu valoriser le travail des députés. On a voulu que les citoyens du Québec aient accès à nos débats. La télédiffusion des débats, vous qui êtes sensibles à cette transparence, c'est dans les années 70 où le premier ministre Lévesque avait décidé que les élus, leurs propos, voire même leur comportement, soient accessibles à leurs concitoyens. Et souvent, les gens écoutent la période des questions et d'autres moments forts de notre vie parlementaire et nous font des commentaires. Je demeure toutefois perplexe suite au discours du premier ministre, car bien qu'il soit visiblement enthousiaste, je l'ai toujours connu comme ça, et animé de bonnes intentions, avec une passion pour le Québec. Personne ne peut en douter. Il dirige un gouvernement qui, pour l'instant, est sans expérience et qui a promis beaucoup pour se faire élire, quoique bien souvent, on entend que le principal moteur
pour l'électorat qui a fait en sorte que ce gouvernement se retrouve là s'explique dans la présence à cette place de l'ancien gouvernement. Alors, ça a facilité beaucoup la vie de l'électorat d'avoir le gouvernement précédent pour le remplacer par le gouvernement qui est en place, ce qui n'enlève pas son mérite d'avoir mené une campagne sur les idées qui sont importantes pour lui, des valeurs qui les animent, et ils ont la même passion pour le Québec que nous le savons. Ceci étant dit, l'opposition a un rôle à jouer de régulateur en matière de reddition de comptes également. Perplexe parce que aussi en 15 ans, le parti qui forme maintenant l'opposition officielle, ça ne fait pas si longtemps que ça, n'a pas montré beaucoup d'enthousiasme à régler plusieurs dossiers qu'on réclame aujourd'hui qui puissent être réglés. Nous devons laisser la chance aux coureurs. Le gouvernement est tout jeune encore. Il est à s'installer, il est à établir des collaborations entre l'appareil gouvernemental et entre les élus, entre les collègues également du gouvernement. C'est compréhensible. Je suis passé par là comme ministre du gouvernement de Mme Marois. Je sais tout ça. Mais souvent, à travers les critiques, il n'y a pas seulement l'écho de notre formation politique. Il y a celui de toutes les personnes qui ont voté pour nous. Il y en a près de 700 000. Et de bien des gens qui, bien qu'ayant voté pour la Coalition Avenir Québec, souhaitent qu'on pose des questions. Et dans bien des cas, ils découvrent des politiques du gouvernement. Depuis le temps que le premier ministre est engagé dans sa volonté de diriger le Québec, je sais il a avec lui un certain nombre de projets qui lui tiennent à cœur. On l'a bien senti lors du discours hier, notamment sur l'éducation. Moi, je peux vous témoigner, là, personnellement, que cette passion-là l'anime depuis très longtemps. Et je le sais sincère là-dessus. Il n'en demeure pas moins qu'on peut proposer d'améliorer les propositions initiales du gouvernement. Oui, nous serons, mes collègues et moi, bons joueurs. Nous serons exigeants, très exigeants. Vous allez souvent m'entendre dire que le dur labeur des Québécois, qui se traduit en envoyant des taxes et des impôts à Québec, mérite qu'on fasse tout ce qui est possible pour utiliser chaque dollar de la meilleure façon possible. Les gens qui travaillent fort, qui sont souvent critiques face à notre action, veulent que les élus puissent s'assurer de bien utiliser cet argent-là. Alors, ayons ça en tête constamment. Sur le plan du respect des engagements, nous ferons des rappels ponctuels, parce qu'il y a des engagements quand même assez impliquants de la part du gouvernement. Et sur leur crédibilité, bien entendu, leur cohérence. On s'attend à quoi de la part d'un gouvernement? Qu'on nous indique une direction et une cohérence. Alors, la cohérence entre les engagements électoraux, les premières semaines de ce gouvernement et les actions qui vont commencer à travers des projets de loi, à travers des décrets, à travers des nominations, à travers des décisions qui sont guidées par l'actualité. Parce que dans notre travail, il y a une part parfois d'imprévu, où là, on peut valider le volontarisme ou la sensibilité d'un gouvernement. Et on sera là souvent pour ça. Et parfois, cette relation-là entre l'opposition et le gouvernement, elle se manifeste d'une façon très conviviale. Les gens ne savent pas que souvent, vers la période des questions, les collègues échangent entre eux, vont rencontrer un ministre pour lui faire part d'une situation à venir qui est préoccupante. Et comment ça se traduit? Bien, le gouvernement va prendre des notes, vous nous donnez des suivis. Alors, il existe cette collaboration également, bien au-delà de la période des questions. Puis, il existe des commissions parlementaires. On va pouvoir contribuer à améliorer les pièces législatives. Force est de constater d'abord que le discours entendu hier ne comportait que très peu d'objectifs précis. Alors, ce n'est pas seulement moi qui le dis, j'ai entendu des observateurs chevronnés l'indiquer hier, je pense entre autres à Michel David, qui est avec nous aujourd'hui, quelqu'un qui est très respecté par les parlementaires de cette Chambre, qui a indiqué ça, qu'on aurait pu être plus précis. C'était un peu le sens de l'exercice aussi. Au-delà du cadre général, on aurait pu envoyer des indications précises parce que les engagements électoraux étaient précis. Les premières semaines ont démontré des engagements réels qu'on voulait réaliser. D'ailleurs, on entend souvent « on va réaliser nos engagements ». Je veux bien, mais c'est lorsque ça sera fait qu'on pourra l'évaluer. Alors, nous, on croit à l'évaluation dans le réel. Puis au-delà de notre appréciation personnelle, est-ce que l'action gouvernementale va paraître concrètement dans la vie des gens? Est-ce que les citoyens vont pouvoir dire le travail qui a été fait par le gouvernement a changé positivement la vie des gens? Ça, c'est important pour nous. Lorsqu'on rencontre nos concitoyens,
il nous pose des questions, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi? Ça nous anime. Il y avait hier, parfois, des relents comme d'une poursuite d'une campagne électorale. Alors, le propos du premier ministre, je l'ai entendu en campagne électorale. Il y avait un peu de ce ton-là hier. Alors, je sais que c'est une œuvre collective, un tel texte, mais il y avait de ça aussi. Il y avait des éléments qui nous ont plu, une sensibilité qui nous a plu à bien des égards, mais il va falloir que ça se traduise dans le réel. Et j'ai l'impression qu'on aura bientôt différentes indications d'ici la fin de la session parlementaire, et je dirais de l'autre session parlementaire du printemps, où on en apprendra davantage. Il y a un premier test qui est lundi avec la mise à jour économique du ministère des Finances. Ça permet de voir des choix. Parce que la politique, c'est une question de choix. Les moyens sont limités et à travers les choix budgétaires, ça donne des indications sur les valeurs d'un gouvernement. Alors là, on aura l'occasion plus précisément de valider où vont les ressources financières, où va l'attention. Puis évidemment, ça fait l'objet toujours d'arbitrage entre les ministres, entre des ministres économiques, des ministres sociaux, des ministres pour qui l'environnement est important, d'autres pour qui le développement économique doit se faire parfois malgré l'environnement. Et jusqu'à maintenant, j'ai lu un article récent dans le journal La Presse, un journaliste réputé qui est sur la tribune parlementaire depuis des années, qui semblait indiquer que jusqu'à maintenant, sur la question environnementale, ce n'était pas les promoteurs de cet enjeu qui remportaient nécessairement jusqu'à maintenant dans des lieux qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Alors, un enchaînement de vœux avec lesquels on peut difficilement être en désaccord, évidemment. Le premier ministre nous a parlé d'audace. C'était surtout l'audace en certaines matières de ne pas en dire trop. Il devrait être interdit de citer Roosevelt sans en avoir l'envergure. Parfois, ça arrive qu'on récupère la pensée de grands personnages politiques, puis on essaye de l'adapter à notre situation, par exemple. J'ai entendu ça au cours des dernières semaines. J'ai entendu ça, par exemple, sur le premier ministre Landry. C'était quelqu'un d'engagé en économie, c'était quelqu'un de volontaire, c'était quelqu'un de nationaliste. Mais on ne peut pas dissocier son action, se l'attribuer, sans avoir en tête que la seule direction qu'il n'a jamais abandonnée, c'est celle que le Québec contrôle l'ensemble de ses leviers de développement. Parler de Bernard Landry en le dissociant de la quête qu'il a animée jusqu'à la fin de sa vie, ce n'est pas lui rendre hommage totalement. C'est de tronquer l'essentiel de son engagement politique. C'est un exemple que je veux donner. Les Québécois veulent savoir, ils veulent davantage de détails, qu'on va être à l'écoute, bien sûr. On va aider les familles, oui. Le contraire m'aurait étonné. La population souhaite du concret, des résultats. Et jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, ça pourra se préciser, ce n'était pas un discours historique, selon nous. D'ailleurs, il ne faut jamais indiquer que c'est un discours historique. Il faut laisser ça à des tiers crédibles. Eux vont décider que c'est un discours historique. Eux ont décidé que le discours de votre prédécesseur l'an dernier sur le privilège parlementaire, c'est un discours historique. Laissons ça à des tiers et évitons nous-mêmes de se donner des qualificatifs qui nous mettent en évidence. En éducation, d'abord, il s'agit, dit-on, de la véritable priorité du nouveau gouvernement. Je n'en doute pas venant du premier ministre. Je sais, sans me tromper, qu'il a adoré être ministre de l'Éducation. Ça l'a passionné. Je l'ai vu travailler avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'émotion, notamment avec les élèves en difficulté. Je l'ai vu accueillir tous les vendredis des représentants de 2 commissions scolaires et de les questionner sur l'attribution des ressources et sur les priorités. Et j'ai été témoin de ça. Et c'était un exercice qui était impressionnant. Alors, je n'ai aucun doute là-dessus. Entre cette période et aujourd'hui, les besoins ont changé et vous me permettrez de préciser un certain nombre d'attentes du réseau de l'éducation. Aucun mot précis sur le nécessaire réinvestissement pour embaucher des professionnels qui aident les élèves et leur donnent des services. La principale préoccupation dans les classes primaires et secondaires du Québec, et je l'ai encore vérifié récemment dans mon école primaire, l'école Zénon-Soucy de Matane, c'est d'avoir davantage de ressources pour les élèves en difficulté, puis essayer de diminuer la taille des classes, puis avoir des écoles qui donnent envie d'apprendre, développer un sentiment d'appartenance. C'est vrai que c'est un rôle à jouer, important.
Lorsqu'on aime son école, lorsqu'on la trouve belle et attrayante, on développe un sentiment d'appartenance. Alors, combien d'orthopédagogues, d'orthophonistes et autres professionnels de l'éducation ajoutera-t-il pour répondre aux besoins criants de nos écoles? Ça, c'est attendu des enseignants, bien avant la rémunération. Ça m'a surpris. C'est un enjeu important, oui, parce que si on compare avec l'Ontario, on sait qu'on a des enseignants qui décident plus rapidement au début de leur carrière d'aller en Ontario parce qu'il y a davantage de postes disponibles, la rémunération est meilleure. Mais ce n'est pas tout. Si on réussit à améliorer les conditions des enseignants, là, on vient changer considérablement leur motivation, leur rétention dans le réseau, parce qu'il y a des enseignants qui abandonnent cette vocation en cours de route. Ça, c'est une tragédie. Dans ma cohorte, au département de sciences d'éducation de l'Université du Québec à Rimouski, nous étions une centaine lors de la première cohorte en 1994. Lorsqu'on fait le décompte aujourd'hui, plusieurs ont complètement abandonné la profession. Alors, il faut leur envoyer des signaux qu'on les valorise, qu'on les estime, que oui, ils sont aussi importants que les médecins et le personnel soignant, parce qu'ils ont un rôle déterminant dans la vie des enfants. Alors, ce qu'ils veulent, la priorité, notre évaluation, c'est le personnel d'encadrement qui est là pour s'assurer de la réussite de tous les enfants. Ça, c'est très important. Le premier ministre a beaucoup insisté hier sur le fait que l'éducation était le meilleur levier pour créer de la richesse. Bien sûr. René Lévesque, citation réelle, disait qu'un peuple informé, un peuple éduqué était un peuple libre. C'est important. C'est un levier de richesse, puis c'est un levier de mobilité professionnelle aussi. Ça nous permet d'être des citoyens plus engagés, soit. Et il dit vouloir protéger les budgets, mais l'engagement n'est pas assez ferme. Puis-je proposer bien humblement, et tout à l'heure, j'ai remarqué la présence de l'ancien député de Lac-Saint-Jean qui proposait un projet de loi bouclier pour protéger les budgets en éducation, que ça pourrait être une bonne façon d'y arriver. Alors, cette intention-là, elle est très intéressante de la part du premier ministre, mais on pourrait légiférer en ce sens, ce qui engagerait tous les gouvernements. Donc, le projet de loi existe, le projet de loi bouclier, proposé par le Parti québécois, et il pourrait inspirer le gouvernement. J'en fais une suggestion. Cette loi bouclier, elle met les budgets de l'éducation à l'abri des aléas budgétaires. Notre loi qu'on a proposée aurait assuré un financement stable et prévisible au secteur. Nous avons plusieurs autres propositions, M. le Président, des idées porteuses. Nous lui offrons avec plaisir. La réussite de ce gouvernement sera la réussite du Québec. Nous souhaitons le meilleur pour le Québec. Nous n'allons pas nous réjouir d'échecs du gouvernement. Nous avons intérêt à ce que le gouvernement réussisse. Et c'est un engagement sincère qu'on a. Et bien sûr, les citoyens notent souvent, puis c'est arrivé au cours des derniers jours, mais vous êtes critiques à l'égard du gouvernement. Laissez-les travailler, ils viennent d'arriver, offrez votre collaboration, bien sûr, puis ça va pareil, M. le Président. Nous, là, les parlementaires du Parti québécois, c'est reconnu qu'en commission parlementaire, on fait un travail sérieux, un travail rigoureux. On veut améliorer toutes les lois, puis souvent, on y arrive ensemble. Alors, la main tendue que le premier ministre nous tend, elle est bien accueillie et on pourra ensemble souvent adopter des lois à l'unanimité, puis on sera fiers ensemble de dire on a adopté une pièce législative dans cette législation pour laquelle on est fiers. On a senti qu'on a été partie prenante de ça. Et ça, c'est une façon de valoriser le travail des oppositions puis le travail des députés aussi. Puis on en sort tous grandis lorsqu'on raconte à nos proches comment ça se passe à l'Assemblée nationale du Québec. S'il est sérieux lorsqu'il exprime ses intentions, le gouvernement doit légiférer et inscrire effectivement cette protection des budgets dans une loi. Il peut le faire relativement rapidement. C'est très simple à faire et ça envoie tout un message. Tout un message. Sur les réformes de structure, je suis loin d'être certain que le fait de mettre la hache dans les commissions scolaires, je me corrige. Au début, on voulait abolir les commissions scolaires. Là, on ne veut plus les abolir. Ça va être des centres de services au lieu des commissions scolaires. Je me rappelle un peu lorsqu'on a changé les régies de la santé pour les CI3S. C'était le même monde. Ils ont changé les adresses de courriel. C'est la même affaire. Il n'y a pas grande différence. Alors, ils ont changé d'idée. Ils n'abolissent plus les commissions scolaires, mais ils sont déterminés à abolir la démocratie scolaire. Alors là, il me semble qu'au-delà du taux de participation, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, il faudrait considérer l'attachement que beaucoup de gens au Québec ont à l'égard de ces administrateurs scolaires, et notamment
dans la communauté anglophone québécoise. Historiquement, ils ont toujours été très attachés, et avec raison, à ces institutions. Je suis sûr que le député de Darcy-McGee, qui a œuvré longtemps dans ce domaine, serait d'accord avec moi. D'ailleurs, je me souviens que notre formation politique est celle qui avait assuré la participation des commissions scolaires anglophones en commission parlementaire. Ils ont été reconnaissants que nous ayons été ceux qui étaient responsables de faire en sorte qu'ils puissent être entendus. Alors, pour la minorité anglophone québécoise, comme pour les franco-ontariens, notre respect est grand. Nous respectons l'ensemble des Québécois. Tout le monde est québécois. Et nous avons aussi une sensibilité supplémentaire pour les francophones hors Québec. Et j'espère qu'on aura un moment formel bientôt où on pourra, toute l'Assemblée nationale ensemble, envoyer un message qui sera utile et nécessaire pour les Franco-Ontariens. J'en fais la proposition au premier ministre qu'on trouve une formule qui pourra traverser la rivière des Outaouais et traverser aussi les esprits de ceux qui ont pris des décisions inconsidérées pour les francophones du Québec et peut-être bientôt du Nouveau-Brunswick et ailleurs dans le Canada. Alors, changer de structure pour les commissions scolaires ou d'éliminer des postes de commissaires fait partie de la solution à l'éducation. Pourtant, j'ai entendu souvent le premier ministre dire « on ne va pas jouer dans les structures ». Alors, j'aimerais avoir l'évaluation des coûts, de l'efficience, de l'efficacité, la volonté des municipalités de gérer, par exemple, des bâtiments, du transport scolaire. Jusqu'à maintenant, c'est une volonté qui semble ferme, mais est-ce que ça va fonctionner? Si c'est la volonté du gouvernement, on va être attentif, mais qu'est-ce que ça va donner de concret, de plus, pour les écoles et pour la réussite scolaire des enfants? Le fardeau de la preuve, un engagement du gouvernement. Lorsqu'on a une réforme des structures, on ne fait pas nécessairement d'économie. Alors, on ne m'a pas prouvé qu'on allait faire d'économie. Si on a une étude qui le dit, bien, ça va peut-être nuancer mes appréhensions et celles de mes collègues. Et puis, après tout ce qu'on a vécu depuis 4 ans comme brassage de structures, notamment dans le réseau de la santé, sans aucun bénéfice pour la population, moi, je n'ai pas vu ça. Est-ce que le gouvernement de la CAQ est en train de nous annoncer une réforme du nom du député de Lapinière, version éducation? Ce dont on a besoin, c'est des moyens pour répondre aux besoins et donner des services aux élèves, pas des réformes de structure. 2 priorités pour les réseaux scolaires. Favoriser la réussite par davantage de personnel de soutien dédié aux enfants pour la réussite scolaire et avoir des écoles qui permettent de développer dans un cadre harmonieux, un bel endroit, un sentiment d'appartenance à l'école. Ça, c'est les 2 priorités qu'on a. Toutefois, il semble, de ce côté-ci de la Chambre, que nous demeurons d'ailleurs convaincus, c'est plus qu'une impression, on en a reparlé, puis on a toujours la même position, que les maternelles 4 ans, c'est une fausse bonne idée. Et pourquoi? D'abord, une question préalable. Est-ce que le gouvernement du Québec a envie de compléter le réseau des CPE? Pourquoi? Parce que sous le gouvernement de la première ministre Marois, on a fait des annonces importantes pour compléter le réseau. Dans l'ensemble des régions du Québec, des nouvelles installations, des nouvelles places ont été bloquées pendant 4 ans. C'est le cas dans ma circonscription, c'est le cas ailleurs. Donc, ma première exigence, c'est d'entendre éventuellement le ministre de la Famille et le gouvernement affirmer que les places en CPE, compléter le réseau, c'est important. Je n'ai pas encore eu cette indication-là. Ça, c'est le genre de décision qui serait susceptible de nous indiquer que le gouvernement n'a pas de préjugés défavorables à l'égard des CPE. Bien sûr, il y a eu des déclarations malheureuses au cours des dernières semaines. Lorsque j'ai entendu la vice-première ministre, députée Louis Hébert, parler des garderies privées comme étant un modèle d'affaires intéressant, je ne crois pas être le seul à avoir sursauté. Ce n'est pas un modèle d'affaires. C'est des services de garde qui doivent être de qualité, qui, dans bien des cas, ne sont pas assujettis à aucun contrôle. D'ailleurs, on avait fait une demande là-dessus qui n'a jamais été suivie par le gouvernement précédent. Voici une occasion pour le gouvernement, une autre proposition que je lui fais, d'assujettir l'ensemble des services de garde à des vérifications pour s'assurer que ça soit conforme et sécuritaire pour les enfants. Ça, c'est une initiative que le gouvernement peut faire. Et vous voyez dans quelle disposition je suis, M. le Président. Je suggère un certain nombre d'angles qui répondent à des besoins réels et dont le gouvernement peut s'inspirer. Et l'idée, c'est pas de dire « on y avait pensé avant », c'est de dire « c'est bon pour le Québec,
on est content de ça. Donc, maternelle 4 ans, ça nous apparaît irréalisable. Bien sûr, le premier ministre, hier, a indiqué qu'il en avait contre les pessimistes et les gens qui pensaient qu'on ne pouvait pas y arriver. C'est pas seulement nous, c'est l'ensemble des intervenants du réseau scolaire qui disent, avec les places disponibles, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça ne sera pas possible. Puis j'ai entendu le ministre de l'Éducation ce matin au 98.5 dire on va envoyer un message. Si vous êtes en chantier, là, arrêtez pas vraiment, mais rajoutez des classes, puis on va s'ajuster. C'est pas sérieux, M. le Président. Donc, ce n'est pas réalisable. Puis on a les places en CPE à compléter d'abord. Alors, c'est pas réalisable. Ensuite, est-ce que c'est souhaitable? Souvent, le premier ministre fait référence à sa volonté d'intervenir rapidement pour les diagnostics dans la petite enfance, et c'est une bonne idée. Et il a l'expertise d'un collègue qui a fait sa carrière de façon remarquable sur cette question-là, et je salue son engagement politique. C'est une contribution qu'il apportera à nos travaux, qui est souhaitée, bien sûr. Mais pour ce qui est des maternelles 4 ans, il y a beaucoup de doutes sur l'opportunité de le faire. Alors, ce n'est pas réalisable et ce n'est pas souhaitable non plus. Alors, il y a certains experts qui font figure, je dirais, d'autorité pour le gouvernement. Moi, je pourrais citer un collègue de Sainte-Justine du ministre qui s'appelle le docteur Jean-François Chicoine, qui est une sommité en matière de petite enfance et qui a indiqué à Radio-Canada qu'il ne partage pas l'enthousiasme du gouvernement du Québec. Lui, il considère que les CPE devraient être le premier endroit à développer, bien sûr avec des ajustements, pour faire en sorte que les familles les plus pauvres aient priorité, par exemple, pour faire en sorte que la socialisation puisse se faire. Et bien qu'il y ait des résistances chez certaines familles issues de l'immigration, qu'on continue à travailler à inviter des familles à découvrir les CPE, qui sont des lieux fantastiques. Les CPE, c'est reconnu par tout le monde. Combien de fois, par exemple, j'entends les députés de Québec solidaire dire « C'est fantastique, les CPE ». Ah, c'est bien, ils nous reconnaissent un certain mérite. Les CPE, ils sont fiers de ça, avec raison. Ça appartient à tout le monde maintenant. Ça, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a fait ça, là. D'une classe politique qui, depuis 30 ans, n'était pas si déconnectée de ça. Elle était capable à la fois d'avoir de la rigueur budgétaire au Parti québécois, puis créer des CPE. Le premier ministre a tout vécu ça, lui. On est capable de faire les choses correctement, de bien gérer l'argent durement gagné des Québécois et aussi d'avoir des mesures sociales avant-gardistes qui donnent des résultats pour les familles. Alors, c'est pas faisable, c'est pas souhaitable, et plus que ça encore, j'invite le premier ministre à faire l'exercice avec ses députés qui questionnent les gens de leur circonscription sur le nombre de parents qui souhaitent des maternelles 4 ans. Moi, je la connais, la réponse. N'importe quand, là, pour les sondeurs qui nous écoutent, là, faites le test auprès des parents du Québec. Là. Voulez-vous ça, vous, des maternelles 4 ans? Moi, je pense que le pourcentage est beaucoup moins élevé que ce que le premier ministre pense. Surtout dans les circonscriptions qui sont occupées par les députés de la CAQ. Je peux me tromper, mais je suis prêt à me corriger si ce n'est pas le cas, mais mon intuition est plutôt bonne là-dessus. Alors, si ça arrivait dans les prochains jours qu'on apprenne un sondage qui nous dise le contraire, je pense qu'il faudra en tenir compte. Bien que le premier ministre ne gouverne pas selon les sondages. C'est pour ça qu'il y a le troisième lien à Québec. Ça n'a rien à voir avec les sondages là-dessus. Lui, il croit à ça. Pas d'études, on y va pareil. On est convaincu qu'il faut aller de l'avant. Ça, il le fait pour ce projet-là. Pour les enfants, je lui demande des précautions supplémentaires, parce qu'on parle de leur développement. Tout se joue avant 5 ans. Ça a été répété plusieurs fois. Alors, je lui demande de valider, de faire l'exercice avec ses collègues qui vont rencontrer leurs commettants un peu avant les fêtes, puis d'ici le février. Vérifiez ça, là. Présentez votre projet en assemblée publique, là, puis les parents vont venir vous dire c'est quoi la priorité pour leurs enfants. Combien vont dire ça nous prend des maternelles 4 ans? J'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Pas convaincu, moi, qu'il y a de l'adhésion. Donc, pas réalisable, pas réaliste selon les intervenants scolaires, pas souhaitable selon des experts, comme le docteur Jean-François Chicoine et d'autres, et pas souhaité par les parents. Alors, si ce n'est pas réalisable, pas faisable, puis pas souhaité, pourquoi on le fait pareil? N'est-ce pas là une inclinaison idéologique que dénonçait hier le premier ministre? Il disait, bien là, on n'aura pas d'idéologie.
Puis c'est pas un vrai choix. Il a indiqué ça hier, j'en ai discuté avec la collègue de Joliette. C'est pas un choix. Si tu t'arrêtes de développer les places en CPE, tu n'as pas vraiment le choix. Tu inclines, tu indiques que la direction à prendre, ça va être le réseau scolaire. Et les premiers à nous dire que c'est pas faisable, là, et c'est facile à vérifier sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont dans le réseau, des enseignants, qui nous disent « Je suis à telle école, voici comment ça se passe », c'est eux. Puis les réseaux scolaires auraient intérêt à dire qu'on va aller chercher davantage de jeunes. Ils ne sont pas si chauds à l'idée que ça. Alors moi, je conclus sur ce point-là en disant que les parents du Québec n'en veulent pas de maternelle 4 ans. Et s'il y a une démonstration du contraire, je vais m'amender, mais je vois que le premier ministre, il m'écoute. S'il y a un sondage qui dit le contraire, là, pas un Main Street, là, un vrai sondage, là, je l'invite à le rendre public. D'accord? Puis le premier ministre était sa défensive hier. Ça fait quelques années que je suis ici, M. le Président. C'était sa défensive. Je pense que je sais pourquoi. Quand au débat des chefs, le premier, je crois que c'était Patrice Roy, je l'ai revu après et j'ai reposé la question. On pose la question aux élus, en fait, aux chefs de parti, sur quel projet, là, qui est tellement important que vous pourriez mettre votre siège en jeu. Le premier ministre y réfléchit, puis il y en avait plusieurs. Il dit « maternelle 4 ans ». Là, j'ai l'impression qu'après, il a dit « la boulette ». Il est pogné avec ça. Et on a le vidéo, là. Je l'ai reconnu, là. Je le connais. C'est lui qui a dit ça. Il y a peut-être une façon d'y arriver. Ma proposition, bien, il va y avoir un choix si le premier ministre annonce qu'il va d'abord compléter ce qu'il ne fait pas, ce qui va d'abord compléter le réseau des CPE. Les annonces sont faites depuis décembre 2013. L'ex-député de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, les a faites. Moi, là, si on complétait le réseau des CPE, ça me rassurait beaucoup avant. Ça peut se faire avant. C'est budgété. Les règles ont été changées, ce qui fait en sorte que ça n'a pas eu lieu parce que tous les surplus des CPE ont été pompés par le gouvernement précédent. Si on leur donne les conditions correctes, là, c'est des facteurs attractifs pour beaucoup de municipalités au Québec, pour des jeunes familles, notamment en région. Moi, je crois à ça. OK? Alors, je rappelle que pour le premier ministre du Québec, il est prêt à mettre son siège en jeu si la maternelle 4 ans ne se réalise pas et ça ne fonctionne pas. C'est fort, mais s'il a mis à barre haute, on va le suivre là-dedans. Ce dont on a besoin, c'est des moyens pour répondre aux besoins des services aux élèves, pas des réformes de structure, je l'ai dit. Le premier ministre n'aime pas qu'on évoque l'avis de l'immense majorité des professionnels de l'éducation là-dessus, c'est sûr. Alors, s'il ne le prend pas de moi ou de mes collègues, qu'il le prenne des gens qui, à la CSDM notamment et ailleurs, leur disent que c'est pas possible. Il devrait le savoir. Il a engagé dans ses cabinets 2 anciens conseillers de la présidente de la CSDM. Alors, des gens qui, spontanément, du jour au lendemain, je ne sais pas comment, il y en a beaucoup, on les connaît. Il y a des libéraux aussi, puis il y a des conservateurs aux finances, il y a du monde de partout, hein? Il y a toutes sortes de monde, il y a des travailleurs de la 11e heure, il y a toutes sortes de monde à la CAQ. Le premier ministre n'aime pas ça, mais je veux lui dire quand même, compléter le réseau des CPE, ça serait une bonne indication, puis ça serait bien reçu. Je suis sûr que les citoyens apprécieraient de compléter le réseau des CPE, et dans l'ensemble des circonscriptions, les projets sont annoncés. Nouvelles installations, tel nombre de places, tant de nombre de poupons. Les places poupons, ça vaut une fortune, c'est très demandé, puis on est capable de le faire. Donc, c'est sa priorité. Bonne chance, Monsieur le Premier ministre. Évidemment, la lourdeur administrative maintenant, bien évidemment, tout le monde s'entend à dire qu'il faut lutter contre ce fléau. Mais encore faut-il mettre sur la table des mesures précises que le premier ministre n'a pas faites hier. Comment réduire les dépenses? Peut-être pourrions-nous envisager de débuter par l'abandon de gouvernement qui est manifestement de trop. Hein? Celui qui a contribué à rédiger le discours du premier ministre hier, il a écrit qu'il y avait un gouvernement de trop. Le livre existe encore, il n'est pas au pilonnage, il est sur mon bureau. Alors ça, c'est une bonne façon d'y arriver, de réduire les structures pour avoir davantage de ressources pour les services. Nous, on croit à ça. Ça ne fait pas de nous des romantiques, M. le Président. Ça fait des gens qui croient à un certain nombre de choses, comme que si on dit qu'on est une nation, bien, les nations, ils s'assument habituellement, puis ont un pays. On croit à ça, nous. Peut-être pourrions-nous envisager
de voir aussi comment, avec le gouvernement fédéral, on peut faire des gains concrets qui pourraient nous permettre de réduire la paperasse. Je donne un exemple qui n'a pas été évoqué hier, mais il est dans un document qui date de 2015, je crois, qui s'appelait la nouvelle position nationaliste de la Coalition Avenir Québec, rapport d'impôt unique, par exemple. Ça a déjà évoqué il y a quelques semaines, je crois. On est en accord avec ça. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. On peut se créer un rapport de force pour demander ça, puis bien d'autres choses aussi. Alors, le gouvernement se veut nationaliste, hein, ça, c'est son étiquette, rassembleur à l'intérieur du Canada. Alors, à l'intérieur du Canada, il arrivera rapidement aux limites d'une province. Quand on est une province, il y a des renoncements à faire, puis c'est difficile longtemps. Alors, on peut bien avoir toute l'ambition qu'on veut, mais on se heurte à des réalités budgétaires, des réalités législatives, des réalités de juridiction. Et puis ça, Justin Trudeau, malgré qu'il ait passé beaucoup de temps avec le premier ministre en voyage, là, s'il avait dit une bonne nouvelle là-dessus, il nous l'aurait dit, parce qu'habituellement, il est très prompt à nous raconter ce qui s'est dit dans les rencontres privées. Il ne nous l'a pas dit là. Je pense que si c'était le cas, on le saurait déjà. On l'encourage à, fort des consensus québécois, à plaider pour le Québec, mais nous savons d'expérience qu'on est bien limité dans un ensemble de domaines. Quand ils ont voulu créer l'équivalent de l'AMF à Toronto, on peut bien l'accepter. C'est écrit dans le communiqué. Nous acceptons ça. Mais le gouvernement nationaliste aurait dû dire nous n'acceptons pas ça. L'AMF, ça fonctionne, c'est notre institution. On se l'est donnée, puis elle est exemplaire à bien des égards, bien que pas parfaite, mais c'est notre institution. C'est une question d'attitude, puis les mots ont une force. Hein? Quand j'ai vu le communiqué du ministre des Finances, nous acceptons. Non! Résistons. Indiquons que ça va le hub financier s'en va vers Toronto, puis il y aura des conséquences sur un ensemble de professionnels qui sont notamment à Montréal, et qui vont voir que le message qui est envoyé, comme c'était le cas à l'époque pour l'aéroport Pearson, c'est que c'est à Toronto que ça va se faire. Alors, il faut être ferme, hein? Il faut être nationaliste tout le temps. Je disais récemment, ça commence quand le nationalisme du gouvernement en environnement, ressources naturelles, sur ces enjeux-là? Il faut être ferme. Il faut être ferme tout le temps. Et quand notre fidélité va au Québec, bien, et quand on est à la tête du seul État francophone en Amérique du Nord, il y a des responsabilités supplémentaires qui inclinent une posture qu'on a souvent reprochée au premier ministre précédent, et on compte sur le premier ministre pour nous rassembler sur des enjeux qui vont faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie des Québécois. Parce qu'au bout de ça, c'est pas de gagner, c'est pas les drapeaux. Le but, c'est d'améliorer les conditions de vie des Québécois. C'est pour ça qu'on est indépendantiste. On pense que collectivement et individuellement, on serait gagnant. C'est ce qu'on croit. En santé, le gouvernement dit vouloir renforcer la première ligne, mais reste flou sur les moyens. On veut aider les parents d'enfants handicapés, mais sans dire comment pour l'instant. C'est bien connu, hein? Parents jusqu'au bout, on les a rencontrés jusqu'au bout, je peux vous le dire. On était d'ailleurs les premiers à échanger avec eux. On a eu beaucoup d'échanges. Les solutions sont connues. Ces parents admirables de l'amour inconditionnel pour leurs enfants ont besoin d'assistance, ont besoin de considération, ont besoin qu'on s'occupe d'eux sans que leur cas soit médiatisé. Au début de mon mandat, un homme de Cause-Abscal a perdu ses 4 membres, ses 2 bras, ses 2 jambes, suite à une grippe. Ça a été médiatisé et là, c'est devenu un enjeu national. Et je veux remercier encore une fois la ministre de la Santé et son directeur de cabinet qui promptement, et j'avais écrit au ministre délégué, à tous ceux qui ont contribué, parce qu'on a eu une réponse rapide. Et j'ai senti que ça les touchait aussi. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas tous médiatisés. Alors, quand on fait de la politique, moi je le dis souvent dans ma circonscription, je ne la fais pas pour les plus riches qui sont capables de s'organiser. Je la fais pour les gens les plus vulnérables, des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont de la peine, des gens qui ne croient plus à ce qu'on peut faire. Puis notre objectif, c'est qu'ils sortent de nos bureaux de circonscription plus heureux, plus outillés que lorsqu'ils sont entrés. Et ça devrait être tout le temps ce qui nous anime. Aider les plus vulnérables, aider les gens en situation de pauvreté. Et le collègue de Rimouski, qui est sensible à ces questions et qui y travaille depuis des années, n'a pas retrouvé d'extrait dans le discours d'hier. On parlait de la lutte contre la pauvreté. C'est important. Il y a des gens, là, puis pas seulement là, pendant la guignolée, là, tout au long de l'année, ne mangent pas à leur faim
habitent dans des logements insalubres, sont victimes d'ostracisation dans notre société, puis eux, ils ne votent pas. Puis on ne va pas les rencontrer en temps de campagne électorale parce qu'ils vivent de l'itinérance même. Mais ces gens-là, ça devrait être les premières personnes pour qui on fait de la politique. Souvent, on entend, par exemple, les premiers ministres dire qu'il faut défendre d'abord les minorités, il faut défendre les exclus d'abord. Si vous saviez comment on a de belles histoires, puis vous en êtes témoin, vous aussi, Monsieur le Président, dans votre comté, des histoires fabuleuses qui ne sont jamais dans les médias parce qu'on ne peut pas les raconter, où notre action de député change des vies. Des gens qui viennent nous voir, puis l'aide qu'on leur a apportée ou les références qu'on leur a données changent des vies. Et il faudrait que toutes ces initiatives-là de l'ensemble de mes collègues de l'Assemblée nationale puissent se traduire dans des actions collectives où on se dit essentiellement qu'ensemble, on peut faire reculer la pauvreté puis redonner de la dignité. Et ça, là, c'est pas à droite, c'est pas à gauche, ça vient du cœur. C'est de là que ça vient. Il y a eu un engagement très fort pris dans la campagne sur les maisons Gilles Carle. C'est un engagement qui est important. Je ne crois pas en avoir entendu parler précisément dans le discours. La ministre sait que j'ai beaucoup d'estime pour elle, j'en ai encore parlé aujourd'hui, mais il me semble que la forme qui a été proposée à l'origine, la première fois qu'on en a parlé, c'est dans toutes les MRC. Puis après, c'était un certain nombre. Et là, c'est devenu dans les communautés. Vous en voulez une, organisez-vous, puis on viendra à l'inauguration. C'est pas tout à fait ça, là. Le financement n'est pas acquis. Et la mémoire de Gilles Carle et l'action de Chloé Sainte-Marie, qui de bonne foi ont applaudi à l'initiative du gouvernement, bien, j'espère que cet espoir-là, qui est nourri, non seulement pour Chloé Sainte-Marie, mais pour toutes ces personnes proches aimants qui s'occupent de personnes qui ont des difficultés en matière de santé, des problèmes cognitifs et tout ça, ne se heurtera pas à une déception de voir que finalement, on ne pourra pas y arriver. Il n'est pas trop tard pour y arriver. Puis ça ne sera pas si cher que ça. C'est une bonne idée. En tout cas, bien meilleur, selon moi, que les maisons des aînés. On va investir sur de nouvelles résidences avant d'améliorer les CHSLD. Alors, l'ensemble des collègues peuvent faire visiter des CHSLD là, où, disons, l'organisation des lieux est perfectible. Et avec les délais que ça va prendre, moi, je pense qu'on est mieux d'améliorer rapidement les CHSLD, notamment en matière d'organisation des lieux, de climatisation, puis aussi de l'essentiel. Nous, là, avant qu'on rende disponible et carrossable le troisième lien, là, je veux qu'on offre du deuxième bain aux gens. Ça va être le deuxième bain avant le troisième lien, M. le Président, ce qui nous concerne. Ça, c'est urgent. C'est nos aînés, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Alors, je veux qu'il y ait cette sensibilité-là. Puis on nous en avait parlé avec le gouvernement précédent, des soins aux aînés. Alors, ça a l'air que ça va prendre bien du temps, le troisième lien, bien qu'il y aura une pelletée de terre, là, probablement quelques mois avant la prochaine campagne. Peux-tu s'assurer du deuxième bain avant, pour ceux pour qui c'est possible? Ça, c'est un enjeu qui touche beaucoup de monde. Les Québécois sont très sensibles à ça. On a entendu applaudir... non, on suggère, on pense que le crime organisé, lorsqu'il a été confirmé la volonté du gouvernement du Québec de faire passer l'âge légal pour consommer du cannabis de 18 ans à 21 ans, ils ont dit « Quel bel espace qui est libéré pour nous! » J'ai entendu le ministre ce matin dire, avec raison, qu'il y a des problèmes cognitifs, même, ça peut même déclencher un certain nombre de problèmes psychologiques, la consommation du cannabis, soit. Mais les choses ont changé. Pas à la volonté de l'Assemblée nationale. Le gouvernement du Canada, lui, a décidé que, parce qu'on était en 2018, puis parce qu'on est un État post-national, puis on fait des affaires qu'on va éblouir le monde, qu'on allait légaliser ça. Alors, une fois qu'il a dit ça, il a pitché le trouble aux provinces. Puis là, nous, on doit s'occuper de ça. Alors, on aurait peut-être fait des choix différents, mais on a été pognés pour s'adapter à ça. Ça a donné la SQDC, ça a donné une volonté, par exemple, d'encadrer la consommation en public et aussi se questionner sur un certain nombre de choses. Et en ce qui nous concerne, 18 ans, ça nous apparaissait très correct, comme la consommation d'alcool. Ma surprise est venue de la Coalition Avenir Québec, qui disent 21 ans. Alors, il serait illusoire de croire qu'entre 18 ans et 21 ans, suite à la réponse du ministre, les jeunes se sont dit dans le cours d'école secondaire aujourd'hui, « Ouais, finalement, on va attendre à 21 ans parce que c'est ça que le gouvernement nous dit. » Ça n'arrivera pas. Ils vont en fumer quand même. Ils vont fumer du cannabis non encadré,
coupé, dangereux et nocif. Je suis très surpris de ça, M. le Président, que le gouvernement est là-dedans. Parce qu'il nous cite des gens qui sont à faveur de ça, mais comme il va s'en consommer pareil, si au cours des prochaines années, il y a récurrence de cas de 18 ans, de 19 ans et de 20 ans qui se font encore parfois hospitaliser ou diagnostiquer avec des problèmes importants suite à de la consommation, il y aura une responsabilité réelle du gouvernement du Québec. D'accord? Et je suis surpris que le gouvernement, dans ceux qui ont émis des avis, là, ne fait pas référence aux policiers du Québec. Dans son caucus, il y a 2 anciens policiers qui ont lutté contre leurs crimes toute leur vie. Je comprends qu'ils se rallient à cette position. J'en suis étonné. Et leurs anciens collègues, encore plus parce qu'ils m'écrivent. Ils me disent, questionnez le député de Vachon, pourquoi il est pour ça. Puis des gens plus proches de lui qui pensent. C'est étonnant. Mais vous l'assumez très bien. Mais ce n'est pas une décision qui va se prendre sans heure. Parce que les 18, 19 et 20 ans qui vont continuer de fumer, qui ne vont pas s'arrêter au discours qui a été fait ce matin, eux, là, on a décidé que c'est le crime organisé qui va être leur approvisionneur. On ne trouve pas que c'est une bonne idée. Dans un monde idéal, on n'aurait peut-être même pas fait ce choix-là au Québec. Peut-être qu'on ne l'aurait pas fait ce choix-là au Québec, de légaliser. Au moins, on aurait eu le débat. Mais à partir de ce moment-là, il faut harmoniser, je pense, avec l'alcool. L'alcool aussi, c'est dangereux. L'alcool a des conséquences. C'est un antidépresseur. C'est dangereux pour plusieurs choses, notamment la conduite automobile et tout ça. On s'est donné des structures pour ça. Mais moi, en tout cas, les policiers de ma circonscription, là, je n'ai pas trouvé un qui a trouvé que c'était une bonne idée. Je ne pense pas que ça soit circonscrit à ma région. Et je suis prêt à entendre, moi, Yves Franqueur, je suis prêt à entendre l'Association des policiers provinciaux du Québec. Je n'ai pas entendu dire que c'était une bonne idée. Mais je peux me tromper. Si c'est le cas, sortez-nous les communiqués, mais je crois que la police ne vous suit pas là-dedans. Par contre, le premier ministre s'est engagé à ce que les patrons de l'UPAC, de la Sûreté du Québec et du DPCP soient désormais nommés aux 2 tiers de l'Assemblée nationale. Une formidable idée. Tellement que, on est heureux parce qu'une bonne idée, ça doit être partagé. J'ai émis cette idée-là le 2 novembre 2015, une émission qui s'appelle « Les Francs-tireurs » avec Patrick Lagacé, que ça prenait l'assentiment des 2 tiers pour l'UPAC. Et le gouvernement a ajouté la Sûreté du Québec et le DPCP. Ça ne s'appliquera pas à court terme parce que le patron de la Sûreté du Québec est revenu de son passage au SPVM et la directrice des poursuites criminelles et pénales, Manick Murphy, est toujours en poste. Mais pour l'UPAC, alors je présume qu'on peut l'adopter d'ici les fêtes. Je lui ajoute un élément supplémentaire parce qu'il aura à nous fournir des noms pour la nomination à l'UPAC. Je lui indique que notre formation politique va avoir un certain nombre de conditions pour être en accord. Ça va prendre une personne qui ne travaille pas à l'UPAC ou qui n'a jamais travaillé à l'UPAC et pourquoi pas un civil. Je lui émets cette suggestion-là et comme ça va prendre une vaste adhésion, tant mieux. Je lui indique également un autre élément. Comme au début, sa vice-première ministre et député Louis Hébert disait « Non, on ne va pas l'accueillir. » Puis après « Oui, on va l'accueillir. » Je m'arrêtais à cette version-là et je vais la prendre au mot en disant « On va avoir besoin de consultations particulières. » On compte sur la vice-première ministre qui connaissait la sécurité publique, a travaillé pour Jacques Dupuis, un modèle en sécurité publique, là. Alors, elle a appris à cette école-là. Alors, on lui demande d'elle-même de prendre l'initiative, au-delà des lignes qui sont préparées, de dire « Nous, on va l'inviter. » Et je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui ont du questionnement à faire sur l'UPAC. Alors, ma suggestion il y aura un comité, les emplois supérieurs vont regarder ça. On veut quelqu'un qui vienne de l'extérieur de l'UPAC. Nous avons tous été étonnés d'entendre le premier ministre parler d'environnement. Oui, il en a parlé, mais seulement pour dire qu'il recule sur l'atteinte des cibles de réduction des GES. Hier, il disait, j'ai pas d'indication. Aujourd'hui, on en a. J'ai déjà vécu ça un peu, j'ai déjà été ministre. Pas mal sûr qu'il y avait des chiffres hier. Le contraire me surprendrait. Alors, nous, on va proposer que le gouvernement ne recule pas. Il a par ailleurs l'assurance, lui, qu'il va pouvoir commencer la construction d'un 3e lien entre Québec et Lévis avant la fin du premier mandat, mais sans savoir s'il pourra y arriver en respectant les cibles de réduction des GES. Donc, les scientifiques nous disent de s'appuyer sur la science. Le gouvernement du Québec a l'assurance, là, présentement, que 2020 ne pense pas y arriver. Mais la première pelletée de terre là, du 3e lien, ça, on va y arriver. Pas d'études.
Ça, c'est un acte de foi exceptionnel. Et bien qu'ils veulent enfouir les fils entre Lévis, en passant par l'île d'Orléans jusqu'à la Rive-Nord, il n'enfouira pas le questionnement nécessaire là-dessus. Vous savez, proposer un pont, là, c'est rare que quelqu'un dise c'est une mauvaise idée. Vous me proposez une nouvelle option, je vais apprendre. La position qu'on a d'être contre, surtout depuis qu'on sait qu'on n'aura pas d'études, ce n'est pas la plus populaire, mais c'est la plus responsable. On est capable de faire autrement. Alors, posez la question aux gens. S'il y a un nouveau pont, ça vous intéresse-tu de le prendre? Oui. Aller chez le dentiste, ça vous intéresse-tu? Non. Bien, c'est ça. Les gens ne sont pas contre le pont. On va tous le payer collectivement, puis on va le payer l'ensemble du Québec. Mon collègue de René Lévesque, mon estimé collègue leader parlementaire qui habite à Bécomo, puis moi, à Matane, nous, on n'a pas 3 liens, on a un lien. Une traverse qui fait Matane, Bécomo, Godbout, puis on paye un fort prix pour le prendre. Mais on va tous contribuer, les régions du Québec, à ce 3e lien-là, qui nous est vendu comme une façon de contourner pour aller au lac Saint-Jean, puis aller aux Galeries de la Capitale, puis tout ça. On aurait pu faire différemment. Le gouvernement a assumé sa position. Ça lui a rapporté beaucoup dans la capitale nationale. Il y a à peine 2 ans, le Parti libéral était en avance. Le 3e lien, sauter là-dessus, ça a donné des résultats parfaits. Mais il en demeure pas moins qu'on ne peut pas accueillir dans son bureau Dominique Champagne, puis lui dire que oui, ça nous intéresse, puis dire on va maintenir ça, puis on va faire rouler des skidoo dans le parc du Mont-Tremblant, puis l'usine Durée à Bécancour, et puis qu'on va continuer d'avoir des arbitrages où c'est toujours les ministres économiques qui gagnent au Conseil des ministres sur ces enjeux-là. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse avoir des cibles. On est capable d'y arriver. On est capable d'avoir accès à de l'information, de se fixer des cibles, qu'il y a un cadre qui fait en sorte que dans les principaux ministères interpellés, les ressources naturelles, par exemple, les mines, l'activité industrielle, on a des cibles, puis on a des moyens de vérifier l'empreinte puis l'impact de ce qu'on fait. Ça, on est capable de se donner ça ensemble, puis après ça, on l'évalue ensemble. Les projets qu'on accepte, est-ce qu'on l'atteint ou pas? Puis, c'est vraiment un guide, puis on serait modèle à cet égard-là. Puis moi, je suis convaincu que l'avenir de l'économie mondiale, il y aura plus de points pour les États qui sont responsables là-dessus. Puis on va nous respecter là-dessus. J'ai quasiment envie de donner un élément, parce qu'il voulait dire quelque chose, le premier ministre, là-dessus. Nos demandes, c'est des cibles de réduction des GES. Nous proposons une loi anti-déficit climatique. Elle sera déposée durant cette session par le député de Jonquière. C'est du concret. Vous savez, un nouveau Parlement de collaboration, ça peut être un Parlement qui accepte tout le processus législatif pour qu'un projet de loi privé puisse être adopté. D'ailleurs, ça a été fait par le gouvernement précédent avec un projet de loi de la députée de Gouin à l'époque, qui était sur le logement, si je ne me trompe pas. Alors, ce projet de loi-là, il sera écrit, il sera déposé et j'espère qu'il sera adapté. Nous pouvons le faire. Le premier ministre manquerait d'audace de passer à côté de ça. Pour attirer les investissements touristiques, mentionne-t-il, il y a quelques contraintes environnementales. Quand je l'entends dire qu'on est « open for business » en Ontario, à Boston, à New York, est-ce que ça veut dire qu'il y aura le moins de contraintes environnementales possibles, moins de BAP, moins de vérification, que c'est une course effrénée aux investissements? Je ne crois pas que ça soit souhaitable. Décidément, l'environnement, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. En tout cas, dans tous les tests qui ont été passés, à date, les promoteurs de l'environnement ont perdu dans ce gouvernement. Dans le discours d'ouverture, le premier ministre a passé plus de temps à parler du 3e lien que de la lutte au changement climatique. C'est tout dire. Ça manque de cohérence, les groupes sont déçus, puis nous aussi. Si l'environnement n'est pas un souci pour le premier ministre, la culture ne semble pas l'inquiéter outre mesure non plus. J'ai entendu... puis il y a aussi la culture. Là, j'attendais la suite, puis je n'ai pas entendu la suite. Peut-être que je n'étais pas attentif, mais j'ai réécouté après, puis finalement, il ne l'a pas dit. C'est important. On n'a rien entendu, par exemple, à propos du français. La défense et la promotion du français. Il faut mieux le comprendre. On peut bien s'émouvoir à juste raison de la situation épouvantable que vivent les Franco-Ontariens. Mais on est capable de faire ça tout en s'assurant d'assujettir le plus de monde possible à la loi 101. Et dans les documents de la CAQ, on propose que les petites entreprises de moins de 20 employés, si mon souvenir est bon, soient entre 20 et 50. Entre 20 et 50 soient assujettis aux dispositions de la loi 101. Et ça, c'est le fruit du travail exceptionnel qui a été fait par la députée d'Iberville, qui a été dans un document
et qui démontre quelles sont les nouvelles bases sur lesquelles repose le néo-nationalisme de la CAQ. Alors, je l'ai ressorti, ce document-là. Il y a plein de bonnes idées pour un parti qui n'est pas indépendantiste, mais qui n'est pas libéral non plus. Alors, vous avez un espace pour faire des avancées. On va être attentif à ça parce que nous, la langue, c'est un enjeu important. Ce n'est pas un frein au développement économique. C'est une ouverture sur le monde. C'est une grande langue de notre civilisation. Et on considère que la bataille n'est pas gagnée. Je ne vais pas terminer, ça achève. Il reste 2 minutes. Le français, c'est notre particularité, notre signature. Sans lui, qu'est-ce qui nous distinguerait du reste de l'Amérique du Nord? Défendre notre langue, la faire aimer, rayonner, c'est le devoir de ce Parlement. D'autres choses fait cruellement, il y a de l'absence d'un certain nombre d'éléments. Si Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire, c'est un enjeu national de liberté des citoyens, d'établissement de travailleurs autonomes, pour le tourisme, bien, si c'est une urgence nationale, il ne faut pas que ça soit d'ici 5 ans, comme j'ai entendu. Il faut commencer maintenant. Alors ça touche beaucoup de monde dans l'ensemble des régions du Québec. C'est le cas à Mauricie, c'est le cas au Lac-Saint-Jean, c'est le cas chez nous. C'est le cas dans le comté de Roberval, c'est un des principaux enjeux. Et là, quand la ministre a dit que ça allait se faire d'ici 5 ans, c'est drôle, ça refroidit le monde un peu. Alors, j'ai vu ça, moi. En campagne, le premier ministre promettait que tout le monde aurait accès d'ici 4 ans. On a rajouté 1 an. Je ne sais pas pourquoi. Les régions, la Caisse de dépôt qui refusait obstinément d'exiger un contenu local sous l'impulsion du président du Conseil du Trésor, maintenant, il s'est rallié. Il disait quelque chose de différent, puis là, il a changé d'idée. Alors, il devrait revoir ses positions pour mieux intervenir dans les régions. La réforme du mode de scrutin, il y a eu un changement hier. On a parlé de consensus et non d'unanimité. Ça pourrait être un vaste assentiment. Alors, c'est bien engagé. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, il est 13 heures. Je conçois que vous n'avez pas complété. Il reste peu de temps cependant. Est-ce que voulez-vous revenir parce qu'on devra suspendre jusqu'à 15 heures? Y a-t-il entente pour que vous complétiez? C'est à votre guise. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le chef du deuxième groupe d'opposition reviendra à 15 heures. On avait convenu certains engagements. Si la parole donnée par le deuxième groupe d'opposition n'est pas respectée, on va revenir à 15 heures. Alors, je comprends donc qu'il n'y a pas de consentement pour continuer. Vous avez, on ne débattra pas vraiment là-dessus. La séance est maintenant terminée. Il vous reste encore un peu de temps. On comprend qu'on la reprendra à 15 heures. Il ne respecte pas la parole. Non. Il va apprendre son travail. Ça va bien aller. Monsieur, compte tenu de l'heure, les travaux de l'Assemblée sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci à tous. On se revoit tout à l'heure pour la suite des débats.